On a un document assez exceptionnel sous les yeux aujourd'hui. Bonjour, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le discours de clôture de la convention extraordinaire d'un parti d'opposition camerounais, le MRC, prononcé hier par son leader qui vient tout juste d'être réélu. Madame la Et le contexte est présidente de euh, l'Académie des... particulièrement tendu. Oui, c'est ça. Le parti sort d'une crise interne violente et le pays d'une élection présidentielle que ce même parti conteste farouchement. Absolument. Alors, en lisant ce texte, une question centrale m'est venue. Euh, Est-ce qu'on assiste à un discours de survie, celui d'un chef qui, bon, colmate les brèches pour ne pas couler? Ou alors, Ou est-ce que c'est déjà un discours de reconquête, la première pierre d'une nouvelle offensive? C'est un peu ça qu'on va essayer de démêler. C'est la question parfaite, et je pense que la réponse se trouve peut-être dans un mot qu'il martèle dès le début, tempête. ah oui, il l'utilise plusieurs fois. Exactement. Et le choix de ce mot, ce n'est pas anodin. Une tempête, c'est un phénomène presque naturel, une force extérieure qui s'abat sur vous. C'est une façon de dire que ce n'est la faute de personne en particulier. C'est ça, c'est très subtil. Il dit que la crise n'est peut-être pas uniquement le fruit de fautes individuelles, mais une épreuve collective. Il ne cherche pas de coupable tout de suite. Il dit en substance, on a traversé l'enfer ensemble, maintenant, voyons comment on en sort. C'est une manière de déminer le terrain en somme, et après les remerciements d'usage qui sont d'ailleurs très très longs. Presque un tiers du discours. Oui, il plonge direct dans le dur, il n'y va pas par quatre chemins. Il parle d'un, je cite, niveau d'indiscipline qui menace l'unité et la cohésion du parti. C'est fort comme beau. Et puis il y a cette image terrible. Il décrit son propre parti comme un bateau ivre. Pour un capitaine, c'est un aveu, d'une puissance rare, je trouve. On sent qu'il y a eu un vrai risque de naufrage. Un bateau ivre, c'est une référence littéraire très forte. C'est le chaos, la perte de contrôle. Il ne cache rien. Et c'est là, normalement, qu'on attend la sanction, la purge. Oui, on s'attend à ce que des têtes tombent. C'est presque un rituel dans beaucoup d'organisations politiques après une telle crise. Mais lui, il fait quelque chose de très différent. Oui, et c'est là où ça devient contre-intuitif. Il annonce la création d'une commission de clarification et de restauration, la CCR. Honnêtement, à la première lecture, je me suis dit, Encore une commission en Roë. voilà, encore une commission. Est-ce que ce n'est pas une façon d'enterrer le problème, de repousser la décision difficile? Ça pourrait être perçu comme de la faiblesse, non? C'est une lecture possible, et je pense que ses détracteurs ne s'en priveront pas. Mais si on regarde de plus près, c'est une manœuvre d'une grande intelligence politique. Ah oui? Ce qui est brillant ici, c'est qu'il ne cherche pas à résoudre le conflit immédiatement. Il le met en quarantaine. Il transforme un problème politique brûlant, fait d'ego et de trahison, Mhm, en un problème administratif froid. exactement. Avec un cadre, des dates précises, du 6 août au 31 octobre, et un processus. Il gagne du temps, il abaisse la température, et surtout, il garde le contrôle total du thermomètre. Il dépersonnalise le conflit, en fait. Ce n'est plus lui contre X ou Y, c'est le parti qui va examiner les faits. Et il prend bien soin de dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. C'est pour rassurer. C'est pour rassurer, mais c'est aussi un avertissement. Parce que juste après, il prononce la phrase la plus importante de toute cette partie. Laquelle? On ne peut pas pardonner sans savoir à qui on pardonne, ni ce qu'on pardonne. C'est limpide. La porte de la réconciliation est ouverte, mais le prix du passage. C'est la confession. C'est ça, une demande de reconnaissance des torts, même commis de bonne foi. Il ne dit pas « je vais vous punir », il dit « dites-moi ce que vous avez fait, et ensuite on verra ». Le rapport de force est totalement inversé. Il ne se positionne pas en juge, mais en confesseur. Et dans ce rôle, il est intouchable. Voilà. Il ne cherche pas la vengeance, il cherche à restaurer une seule chose, la discipline, la chaîne de commandement. C'est la condition sine qua non du succès futur, comme il dit. D'accord? Donc, pour la partie survie, il a posé des garrots sur les hémorragies internes, mais il sait très bien que les attaques ne viennent pas que de l'intérieur. Et il doit absolument répondre à cette critique qui le poursuit depuis des années, le boycott des élections de 2020. C'est le point de friction majeur. L'accusation est simple, en boycottant, vous vous êtes vous-même exclu du jeu politique, et c'est pour ça que votre candidature à la présidentielle de 2025 a été rejetée. C'est de votre faute. C'est une attaque dévastatrice parce qu'elle touche à son jugement stratégique. Totalement. Et sa défense est audacieuse. Il ne dit pas c'était une erreur ou on aurait dû faire autrement. Il dit en gros, même si on y était allé, le résultat aurait été exactement le même. C'est fort ça.
Le régime, selon lui, aurait trouvé un autre prétexte pour l'éliminer parce que sa victoire était certaine. Il va jusqu'à dire que le parti s'était préparé méticuleusement, je dirais même scientifiquement, pour gagner. Mais ça, c'est un peu facile, non? C'est une affirmation invérifiable. Bien sûr qu'il réécrit l'histoire, mais l'objectif ici n'est pas l'exactitude historique, c'est l'efficacité politique. Il ne cherche pas à convaincre un historien et cherche à remobiliser ses militants. Donc, il doit transformer ce qui ressemble à une bourde en un acte de résistance lucide. Son message, c'est: le problème, ce n'est pas ma stratégie, c'est la nature prédatrice du régime en face. Face à un arbitre qui a déjà décidé de vous faire perdre, le geste le plus intelligent n'est pas de jouer le match, mais de quitter le terrain. C'est tout à fait ça. Il déplace le débat de sa propre compétence vers l'illégitimité de l'adversaire. Et c'est là qu'il enclenche la contre-attaque. Pour prouver que le problème n'est pas sa prétendue incohérence, il retourne l'accusation. Et il ne le fait pas de manière abstraite, il sort deux dossiers que tout le monde au Cameroun connaît par cœur. Exactement. C'est ce qu'on appelle une attaque en miroir. Il dit: vous m'accusez d'incohérence. Parlons un peu de l'incohérence du régime. Et là, il sort le premier cas d'école, le FMI. Oui, Il rappelle cette phrase historique du président en 1986. Le Cameroun n'ira pas au FMI. Un an plus tard, le pays y était et plongeait dans un plan d'ajustement structurel de 20 ans. c'est une blessure profonde dans la mémoire collective. Ça parle aux plus âgés. Et pour la jeune génération, il a le deuxième exemple, beaucoup plus récent, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Ah, la fameuse promesse de 2019. Le Cameroun sera prêt le jour dit. On connaît la suite, rapport, retrait et une organisation finalement en 2022 avec des infrastructures inachevées et des scandales. C'est chirurgical. En deux exemples, il couvre 40 ans d'histoire et il touche toutes les générations. C'est très bien joué en effet. Oui, parce qu'il neutralise la critique principale à son encontre. Il sous-entend que dans un environnement politique comme celui-là, ce qu'on appelle incohérence, c'est en fait de l'adaptation tactique. Il se repositionne non pas comme celui qui a fait une erreur, mais comme celui qui est lucide sur la nature de son adversaire. Un adversaire qui, selon lui, ne respecterait aucune règle. C'est une manière de reprendre la main sur le récit. D'accord, donc il a géré la crise interne, il a justifié sa stratégie passée, le navire est stabilisé, et c'est là que le discours change complètement de dimension. Il zoome en arrière, il quitte la politique politicienne pour parler à la nation tout entière. Oui, et le ton devient beaucoup plus grave. On entre dans la troisième partie, la plus émouvante, je dirais. Il commence par l'appel pour les prisonniers politiques otages du régime. Et ce qui est très fort, c'est qu'il ne reste pas dans les généralités. Il les nomme. Il parle du professeur Alain Fougaté-Dom, de Pascal Zamboué, d'Olivier Bibounissac. Donner un nom, c'est donner un visage. C'est rendre la répression concrète, humaine. Ce ne sont plus des statistiques, ce sont des destins brisés. Et il ne parle pas que de ses propres militants. Il mentionne aussi les prisonniers de la crise anglophone. C'est un geste politique fort, ça. Il aurait pu se concentrer sur son propre camp. Bien sûr, mais à ce moment précis, il cesse d'être simplement le chef du MRC. Il tente d'endosser le costume d'un leader national. Il essaye de se placer au-dessus de la mêlée. C'est ça, en tendant la main aux victimes de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il devient le porte-parole de toutes les victimes du régime, quelle que soit leur origine. C'est un acte de construction de son image présidentielle. Il ne défend plus un parti, il prétend défendre une nation. Le champ s'est complètement élargi. Et le ton monte encore d'un cran. Il dénonce les violences post-électorales, parle de plusieurs dizaines de Camerounais assassinés, pour la plupart des jeunes. Puis il arrive à cette analyse socio-économique qui est, je trouve, le cœur de son message. L'idée que le régime appauvrit délibérément le peuple pour mieux le contrôler. C'est une analyse d'une violence inouïe. Il accuse le pouvoir de réduire les Camerounais à l'extrême pauvreté afin de les acheter moins cher. Et la citation qui suit est mémorable. Elle est faite pour être retenue. Et répété. Quelques litres d'essence par-ci, le plus petit billet de banque par-là, un pain chargé ailleurs, suffisent à acheter notre dignité. C'est brutal parce que c'est concret, ça parle au quotidien des gens. Le pain chargé, c'est ce sandwich bon marché que beaucoup mangent pour survivre. Il dit aux gens, voilà ce que vaut votre dignité aux yeux du pouvoir, le prix d'un sandwich. C'est terrible. C'est une tentative de créer un choc, une prise de conscience. En liant la répression politique à la misère économique, il donne un sens politique à la souffrance sociale. Et il enchaîne avec ces questions rhétoriques qui sonnent comme des coups de poing. Qui sommes-nous, Camerounais? Que sommes-nous devenus? Et jusqu'à quand allons-nous faire cela?
Il ne donne pas la réponse, il renvoie le miroir à la population. C'est exactement ça. Il passe du statut de chef de parti qui se défend à celui de procureur d'un système. Et en posant ces questions, il invite chaque Camerounais à s'interroger sur sa propre complicité, même passive. C'est un appel à la restauration, non plus seulement du parti, mais de la dignité nationale. Alors, si on revient à notre question de départ, survie ou reconquête? En fin de compte, il semble que ce soit les deux, mais dans un ordre précis. Oui, tout à fait. Il assure d'abord sa survie politique en gérant la crise interne de manière très calculée. Et une fois sa base solidifiée, il utilise cette position comme un tremplin pour lancer un appel à une reconquête beaucoup plus large. Une reconquête qui n'est plus seulement celle du pouvoir, mais celle de la dignité du pays. C'est une excellente synthèse. La survie était la condition nécessaire, la reconquête est l'objectif affiché. Et le discours se termine sur une note très sombre, presque prophétique. Oui, il évoque le régime qui célèbre sa gloire éternelle, avant de lancer un énigmatique «L'avenir nous dira». Il y a un défi là-dedans, mais c'est la toute fin qui est la plus vertigineuse. Oui, cette fin qui ouvre plus de questions qu'elle n'enferme. Il décrit une situation où bah, les prières, les cris, les manifestations pacifiques sont accueillies par des balles. Il demande jusqu'à quand ferons-nous des victimes leurs propres bourreaux? C'est une phrase terrible, C'est terrible. et c'est là que réside la pensée la plus provocatrice de ce texte. Le discours, dans son ensemble, est celui d'un légaliste, un homme politique qui opère dans un cadre institutionnel, même pour le critiquer. Mais la conclusion vient dynamiter ce cadre, complètement. Parce que la question qu'il pose, sans y répondre, est la suivante. Si toutes les voies pacifiques et démocratiques, les élections, les manifestations, les appels au dialogue, sont systématiquement bloquées et violemment réprimées, que reste-t-il? Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape pour un mouvement qui se définit comme un mouvement de libération? Il ne le dit pas, mais il force tous ceux qui l'écoutent à se poser la question. Et c'est sur ce questionnement, aussi vertigineux que dangereux, qu'il referme son discours.